Bonjour, la vidéo que vous voyez là à l'instant, c'est la vidéo qui montre comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour la résolution des problèmes. Alors, généralement le théorème des valeurs intermédiaires se voit en classe de terminale C ou en classe de terminale D. Donc, pour pouvoir montrer comment on utilise cela, nous allons nous baser sur l'activité qui est présentée devant vous. Ici, on nous demande, on nous dit, on considère l'équation moins 2x au cube plus 5x plus 1 égale à 0. On nous demande de déterminer le nombre de solutions de l'équation E. Éventuellement, on déterminera les valeurs approchées à 10 moins 2 près de ces solutions. Alors, quand vous avez une équation comme celle-ci, vous avez appris dans les maths que la première chose, ça c'est une équation de degré 3. La première chose, lorsqu'on veut résoudre une équation de degré 3, c'est de chercher la racine évidente. Donc vous faites balader les nombres x égale à moins 1, 0, 1, 2, 3 ou moins 2, moins 3. Vous remplacez. S'il y a une valeur pour laquelle ça donne 0, vous aurez trouvé une racine évidente. Mais ici, le problème posé, ça est déjà tel que quand on fait balader ces nombres que je viens de citer, aucune de ces valeurs ne va donner 0. Bon, maintenant, quand ça ne donne pas, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une nouvelle étape qu'on apprend en classe de terminale D qui est l'utilisation des valeurs intermédiaires. La première chose que vous devez faire, c'est de définir la fonction g qui a x associe cette expression-ci. Donc, qui a x associe moins 2x au cube plus 1x plus 1. Définissez cette fonction. Résoudre donc E, qui a fait cette équation, va revenir à résoudre, à déterminer les solutions de l'équation. G de x égale à 0. G de x égale à 0. Autrement dit, à déterminer les racines de g de x, les racines de g de x égale à 0. Alors, pour trouver les racines de g de x égale à 0, ici, ça, on sait déjà qu'on tombe là à une fonction qui est polynomiale. Donc, l'autre méthode qu'il faut savoir, c'est qu'on va carrément étudier la fonction g jusqu'à déterminer son tableau de variation. Vous allez étudier, c'est-à-dire déterminer son domaine, les limites, la dérivée, le signe de la dérivée, le sens de variation et le tableau de variation. Obtenez directement un tableau de variation comme celui-ci où moins 1 et 1 sont les racines de la dérivée, c'est-à-dire que on a là, voilà ce que vous allez obtenir. Parce que ça c'est. Vous allez obtenir le signe de la dérivée tel que là où c'est négatif ça décroît, là où c'est positif ça croît et là où c'est négatif ça décroît. Maintenant, comme limite ici vous aurez plus l'infini. Là, vous aurez moins 3, là, vous aurez 5, et là, vous aurez moins l'infini. On a un tableau de variation comme celui-ci. Maintenant, comment je fais donc pour déterminer si notre équation a des solutions? Je viens maintenant sur chaque intervalle où la fonction est monotone. Je regarde si il se trouve entre les deux éléments là 1, 0. Alors, pour savoir s'il y a 0, je regarde si en haut c'est positif et en bas négatif. Autrement dit, je regarde si les nombres là sont de signes contraires. Alors, chaque fois qu'il y aura dans cet intervalle deux extrémités où les signes sont contraires, forcément à l'intérieur on va passer par 0. Donc, comme ici j'ai plus l'infini et là moins l'infini, ça veut dire qu'en descendant, on passe forcément par 0. Il y a 0 ici. De la même manière, comme ici il y a moins 3 et là c'est 5, deux nombres de signes contraires, alors en remontant, on passe par 0. Et de même, ici, le 5 à moins l'infini, en descendant, on va passer par 0. Cela dit, ça veut dire que 0 se trouve ici, 0 se trouve là et 0 se trouve là. Alors, quand on a donc constaté ceci, comme 0 se trouve là, forcément, il y a un antécédent de 0 ici que je vais appeler alpha 1. Il y a un antécédent de 0 ici que je vais appeler alpha 2. Il y a un antécédent de 0 ici que je vais appeler alpha 3. Alors, le dire ne suffit pas en mathématiques. Il faut bien préciser, il faut bien prouver, il faut bien démontrer que pour chaque 0 que j'ai là, j'ai exactement
un antécédent qui va se trouver là. Et pour démontrer cela, on va donc se fier au théorème des valeurs intermédiaires. Prenons pour le premier cas. Je veux justifier qu'il existe un unique alpha 1 qui soit un antécédent de 0 dans cet intervalle. Alors comment est-ce que je fais? Première chose que je dis que G est continu et strictement, sa monotonie ici c'est qu'il décroît, strictement en décroissance. Décroissance sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Je m'arrête là. Ensuite, j'écris encore de plus la limite de g de x quand il tend vers moins l'infini multiplié par g de moins 1 est négatif. Ceci traduit le fait qu'en fait, les bornes sont les images des bornes sont de signes contraires. Et comme c'est là le théorème des valeurs intermédiaires, sur la base de ces deux hypothèses, nous dit que, on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, il va forcément exister un unique alpha 1 pris dans l'intervalle moins l'infini 1 ouvert tel que g de alpha 1 est égal à 0. Donc voilà l'application du théorème de valeur intermédiaire qui me permet de justifier l'existence et l'unicité d'un antécédent dans un intervalle bien précis où on a déterminé qu'il y a 0 sur l'intervalle image. Donc de la même manière, on fera pour justifier l'existence et l'unicité de alpha 2 dans l'intervalle moins 1, l'existence et l'unicité de alpha 3 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Vous faites de la même manière, c'est-à-dire que vous prenez la continuité et la stricte monotonie de G sur l'intervalle moins 1, 1 et vous remarquez également que G de moins 1 fois G de 1 produit des signes négatifs. Donc ça vous permet de justifier cela. Donc, chaque fois que vous avez à résoudre une équation comme celle-ci et que cette équation ne présente pas de racine évidente, une autre façon de pouvoir trouver le nombre de solutions, mais même de trouver les valeurs approchées, ce qu'on verra à la prochaine vidéo, ce sera d'utiliser le théorème, l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Merci. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur approchée de alpha 1 à 10 moins 2. Alors pour l'utiliser, il y a une technique qu'on utilise généralement en classe de terminale, qu'on appelle la méthode de dichotomie balayage. Comment est-ce que ça se passe? Voici alpha 1 qu'on a justifié se trouve dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Je veux déterminer sa valeur approchée. Qu'est-ce que je fais? Ici, premièrement, je vais calculer les images des points. Puisque alpha est dans moins l'infini, moins 1, je vais d'abord calculer les images des entiers qui se trouvent dans l'intervalle moins l'infini, moins 1 en allant de façon décroissante. L'image de moins 1, il est connu, son signe c'est négatif. L'image de moins 2, son signe. L'image de moins 3, l'image de moins 4. Alors quand je calcule l'image, ce que je retiens c'est le signe. L'image de moins 2 me donne par exemple plus. L'image de moins 4 c'est plus, donc l'image de moins 3 sera plus. Alors où est-ce que alpha se trouve? Il va se trouver toujours entre deux nombres dont les images sont des signes contraires. Autrement dit, alpha va se trouver entre moins 2 et moins 1. Quand j'ai donc déterminé ça, puisqu'on a dit que je veux à deux chiffres après la virgule, je prends donc alpha contenu dans cet élément-ci et je prends dans l'intervalle moins 2, moins 1, j'éclate où je fais ressortir tous les nombres qui se trouvent entre les nombres décimaux de un chiffre après la virgule qui se trouvent entre moins 2 et moins 1. De là, x, j'ai des x. Faire mon tableau. Ici, je mets moins 2. Là, je mets moins 1. Et maintenant, à l'intérieur, je vais mettre moins 1,9, moins 1,8, moins 1,7, moins 1,6, moins 1,5, moins 1,4, moins 1,5,
3, moins 1,2 et moins 1,1. Maintenant, à ce niveau, je dois déterminer les signes de tous ces éléments. Je connais déjà pour moins 2, c'est plus, je connais pour moins 1, c'est moins. Maintenant, quel est le premier nombre que vous devez choisir de calculer et de trouver son signe? C'est le milieu entre les deux qui est moins 1,5, que ça aille un peu plus vite. Quand vous calculez l'image de moins 1,5, vous allez trouver que son image est positive. Donc, quand on parle que c'est négatif, pour moins 1,6 que c'est négatif. Quand vous allez calculer pour moins 1,5, vous verrez que c'est négatif. Vous calculez pour 1, moins 1,7, vous allez voir que c'est positif. Et dès lors que vous avez donc deux nombres qui sont des signes, deux nombres consécutifs dont les images sont des signes contraires, cela stipule donc que alpha va se trouver entre l'intervalle moins 1,7 inférieur à alpha 1 inférieur à moins 1,6. Je vais donc prendre cet intervalle, l'intervalle formé par moins 1,7 et moins 1,6. Je vais éclater en faisant ressortir tous les nombres à deux chiffres après la virgule qui se trouvent à l'intérieur. Donc je prends x, g de x. J'ai là moins 1,7, ici moins 1,6, et donc, on va ici moins 1,69, moins 1,68, moins 1,67, moins 1,66, moins 1,65, moins 1,64, moins 1,63, moins 1,62, moins 1,61. Voilà. Comme tout à l'heure, moins 1,7 son image est positive, moins 1,6 son image est négative. Je vais prendre le milieu, je vais calculer son image. En prenant le milieu, on se rend compte que son image est positive. Cela traduit donc que pour tous ces éléments, l'image est positive. Tout simplement parce que sur cet intervalle, la fonction est monotone. Si elle est croissante, donc le signe ne va pas changer. De la même manière, donc, moins 1,65 est positif, moins 1,6 est négatif, donc alpha va se trouver dans cet intervalle. Et comme tout à l'heure, je vais encore prendre le milieu, parce que c'est pour être plus rapide, vous prenez toujours le milieu pour calculer son image. En calculant l'image de moins 1,63, on tombe que c'est négatif. Et comme ça est négatif, forcément tout ceci est négatif. Cela veut donc traduire que alpha va se trouver entre moins 1,65 et moins 1,63. Je calcule l'image de moins 1,64. Il est négatif. Et comme il est négatif, alpha donc va se trouver entre les deux. Comme ces deux éléments sont des nombres entiers, les nombres décimaux de deux chiffres après la virgule qui sont consécutifs, on peut donc affirmer que moins 1,65 est inférieur à alpha 1 inférieur à moins 1,64. Alors, on voudrait connaître la valeur approchée à 10 moins 2 près de alpha 1. On est tombé à l'encadrement là. Quand vous êtes à 10 moins 2 près, vous pouvez prendre soit moins 1,65, soit moins 1,64 comme valeur approchée. Donc, chaque fois que vous avez un nombre, où vous avez à déterminer sa valeur approchée, voilà comment exactement vous devez faire. Vous faites d'abord le tableau des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire sans la virgule. Ensuite, vous progressez à un chiffre après la virgule, progressez à deux chiffres après la virgule, après trois chiffres après la virgule. À coup sûr, quand vous utilisez cette étape, vous allez toujours trouver la valeur